Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire d'Axis Consultant dédié à la data et à l'accompagnement des transformations. Nous allons aujourd'hui mêler technologie et change management autour de cette thématique et de ce webinaire. En termes d'agenda que nous vous proposons aujourd'hui, donc nous allons tout d'abord vous donner quelques mots sur Axis Consultant pour ceux qui ne nous connaissent pas, et après une rapide introduction, nous reviendrons sur la data en tant qu'accélérateur de la transformation au sein des entreprises. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui autour de ce webinaire, nous avons donc Khadija, directrice au sein de la practice accompagnement du changement et des transformations, et Sophie, manager au sein de notre practice data transformation et business performance. Bonjour. Alors, quelques mots sur Axis rapidement avant de passer et de rentrer dans le vif du sujet. Alors, qui sommes-nous? Axis Consultant est un cabinet de conseil en management. Notre credo, c'est d'activer la performance de nos clients grâce à une transformation durable et responsable. Et notre ADN est triple. Nous intervenons tout d'abord en expertise auprès des métiers. Nous accompagnons aussi la transformation et donc nous travaillons sur l'humain. Et enfin, le troisième triptyque de cet ADN, c'est la technologie au service de la transformation et en particulier avec la data. Au sein d'Axis, nous avons plusieurs assets. Le premier est notre université, Axis Université, puisque nous sommes nous-mêmes un organisme de formation et que nous déployons des formations à haut volume au sein de nos clients grâce à cette université. Et nous avons aussi un laboratoire d'intelligence artificielle que nous avons créé maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Axis, c'est 230 consultants et 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà en quelques mots sur notre société. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de ce webinaire. Alors, avant de parler de data, parlons un petit peu de transformation et de la transformation des entreprises aujourd'hui. Ce que l'on constate chez la plupart de nos clients, c'est que finalement, la transformation devient l'état permanent des entreprises. Il y a quelque temps, on parlait de transformation quand on passait d'une situation de départ à une cible à atteindre et de l'accompagnement pour mener cette transformation-là dans les organisations. Aujourd'hui, la transformation devient permanente, qu'elle soit finalement voulue, induite bien entendu par le marché, par les clients ou de performance, ou qu'elle soit subie, comme nous l'avons dernièrement vécu avec la crise sanitaire. Et finalement, ce que l'on constate, c'est que maintenant, cette transformation irrigue tous les niveaux de l'entreprise jusqu'au mode de travail, et en particulier dans le cadre de la crise sanitaire que nous venons de traverser et que nous traversons encore, elle touche même au fondement et au sens de l'entreprise dans la relation du collaborateur avec le sens même de ce que représente le travail et son organisation au travail. Donc, de notre point de vue, finalement, l'entreprise a besoin d'accompagner le changement en permanence, d'être dans la capacité à mettre en place des organisations apprenantes, capables de s'adresser à un avenir toujours plus incertain. Et dans ce contexte-là, nous pensons que la data est vraiment un accélérateur de cette transformation et peut venir aider à accélérer, à aller vraiment plus vite dans cette recherche de transformation permanente. Et c'est tout l'objet de ce webinaire que vont vous présenter Khadija et Sophie. Alors, c'est un peu un contre-pied par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire que la data soit elle-même transformatrice des organisations, bien entendu. Et donc, ce deuxième sujet, nous le traiterons dans un épisode 2 et dans un deuxième webinaire que nous organiserons à la rentrée. Mesdames, c'est à vous. Je passe du coup à… Oui, excusez-moi, j'ai oublié de présenter l'agenda. Avant de laisser la parole donc, à Khadija et Sophie, juste 3 points pour vous donner un petit peu le déroulé de ce webinaire. Donc, nous commencerons par revenir un peu sur
quelques mots sur la théorie des organisations et sur le fait de comprendre comment le comportement des collaborateurs et le profil des organisations de l'entreprise peut être modélisé grâce à la data. Dans un deuxième temps, nous reviendrons sur ce que j'évoquais, c'est-à-dire la data pour accompagner vraiment les changements des modes de travail, notamment dans les contextes de révolution avec la mise en place du travail à distance. Et enfin, nous reviendrons sur la capacité à accompagner ce que je disais, la transformation permanente, donc récurrente, continue dans les organisations. Donc voilà, cette fois c'est la bonne et je passe la parole du coup à Sophie sur le premier temps de ce webinaire. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans vraiment le sujet pur data, je voudrais revenir sur un petit peu de théorie des organisations, comme le disait Laurence. Aujourd'hui, les organisations peuvent être vues comme des structures formelles, c'est-à-dire des structures dans lesquelles un certain nombre d'éléments sont prescrits et officialisés, avec un ensemble de relations en fait entre les unités d'une organisation. Donc cette structure formelle, vraiment cadrée, on va dire, voulue par l'entreprise, enfin, notamment par l'organisation, donc aujourd'hui notre sujet, l'entreprise, sur cette structure, on va dire, plus formelle, se greffe systématiquement une structure informelle, qui est due finalement aussi à ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes, d'avoir envie de tisser des relations, se sociabiliser et donc de développer des relations en dehors de ce qui est le cadre prévu. Cette organisation un peu plus informelle peut se créer en fait en réponse à la structure formelle pour pallier ses manques, mais aussi pour finalement parfois accentuer les fonctions positives de la structure formelle. Et c'est en cela que en fait l'analyse d'une organisation ne peut pas se faire de façon dissociée. On est obligé de prendre la globalité du formel et de l'informel. Si si on se réfère à la définition de Mintzberg sur qu'est-ce qu'une organisation, c'est la somme totale des moyens déployés pour diviser le travail et pour le coordonner. Et en ce sens-là, l'information devient une ressource clé pour rendre les organisations plus efficientes et justement optimiser cette coordination des tâches. On va voir que ce qu'on peut lire, ce qu'on peut trouver dans la littérature, c'est que finalement, les structures informelles sont une clé pour vous aider dans la fluidification de la communication. Et que donc, du coup, analyser les réseaux de communication au sein de ces réseaux informels va être un atout pour comprendre vos organisations. D'ailleurs, j'ai trouvé une citation que je trouvais intéressante qui disait « L'information constitue un important moyen de mobilisation à laquelle le gestionnaire a recours afin de stimuler l'engagement et les ressources humaines. » Donc, analyser les réseaux informels et voir comment on peut s'appuyer dessus nous paraît clé. Donc, en analysant ces réseaux, on va pouvoir mettre en évidence les potentiels dysfonctionnements des réseaux formels. Donc, par exemple, un manque de communication, des personnes isolées, mais aussi on peut mettre en évidence les réseaux informels, c'est-à-dire les affinités entre les groupes, les sphères d'influence. Et donc, je vais passer la parole à Khadija. On a fait cette petite étude au sein d'Axis et elle va vous en faire un retour. Alors, avant de parler très concrètement de l'analyse des réseaux qu'on a pu effectuer effectivement au sein d'Axis,
Je voulais juste revenir un peu sur la démarche finalement traditionnelle de conduite du changement qu'on applique, nous, au sein des projets qu'on accompagne finalement auprès de nos clients. Et il est vrai qu'on a tous une démarche qui est assez traditionnelle et qui est connue et reconnue de tous, qui consiste à d'abord réaliser un certain nombre d'interviews pour finalement capter un certain nombre d'informations, comprendre le contexte, comprendre quels sont les objectifs de cette transformation, et puis voilà, capter toutes les informations qu'on peut capter qui vont nous aider derrière à appliquer la bonne stratégie en termes de conduite du changement. Cette phase d'interview, elle est généralement complétée par une analyse d'impact qui se déroule le plus souvent sous forme d'atelier et qui a également pour objectif d'aller chercher un certain nombre d'informations, d'aller comprendre qu'est-ce qui concrètement change pour les collaborateurs, pour l'entreprise, et donc de définir derrière les actions de conduite du changement qui seront à mener. Et donc là, on rédige notre fameuse stratégie d'accompagnement du changement, incluant tous les volets de communication, formation, embarquement, etc. Dans le meilleur des cas, on va également réaliser des phases de mesure finalement de cette adoption, de cette appropriation de la transformation et mettre en œuvre des actions correctives. Ce que je n'ai pas dit dans la description de cette démarche qui est connue, effectivement, c'est qu'il y a généralement au préalable une étape nécessaire qui est la fameuse étape de prise de connaissance, qui est en fait concrètement une étape de collecte de données et d'analyse de données. Et cette étape, elle est essentielle. Et en général, ce que vont vous demander les consultants qui interviennent sur ce type de mission, c'est toujours un peu le même genre de document. Des organigrammes, parce qu'on a besoin de comprendre votre organisation pour savoir comment vous fonctionnez, comment vous interagissez, comment se structurent finalement vos modes de fonctionnement et du coup comprendre comment on peut accompagner l'homme qui constitue cette organisation dans cette transformation. Et deux, on vous demande généralement, en tout cas quand on fait bien notre travail, vos procédures et vos processus lorsqu'ils existent de façon formalisée, bien sûr. L'idée étant de cette façon également de comprendre quelles sont vos interactions et vos façons de travailler. Les procédures et les processus décrivent de façon très explicite les échanges et le process global de travail et la manière que vous avez de travailler tous ensemble. Et en fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que bien qu'on est effectivement dans une phase de collecte et de traitement de données, aujourd'hui, c'est un travail qui est fait de façon totalement humaine, j'ai envie de dire, et on a finalement très peu d'outils qui nous accompagnent et qui nous aident à réaliser cette phase-là. Sauf que ce que expliquait très bien tout à l'heure Sophie, c'est que dans les organisations, il y a tout ce qui est formel et qu'effectivement on peut capter par le biais de ces interviews ou de ces procédures ou de ces processus qui par nature sont formalisés et donc décrivent ce qui est formel. Mais en fait, il y a également tout l'informel qui est là plus complexe à déceler. Alors les interviews parfois permettent quand même de capter un certain nombre d'éléments informels, mais pas la totalité, et il y a des choses qui nous échappent forcément. Et c'est là où l'analyse de réseau nous semble être un complément intéressant parce que ça va nous permettre de mettre en évidence un certain nombre d'éléments informels, de signaux faibles qu'on n'aurait pas réussi à capter autrement. Et donc, chez Axis, on considère que l'utilisation de ces outils de traitement de la data et notamment d'analyse des réseaux peut être un vrai plus pour réussir à capter tous ces éléments non formels et du coup à mieux définir ensemble la stratégie de conduite du changement à mettre en œuvre. Ce qu'il faut savoir quand on parle d'analyse de réseau, c'est qu'on parle, dans le cas que je vais vous présenter, d'analyse d'échanges mail. Juste pour information, aujourd'hui, au sein d'une entreprise, il y a environ 88 courriers envoyés par jour par les collaborateurs et 88 courriers reçus par jour par les collaborateurs et une trentaine ou une quarantaine de courriers mail envoyés cette fois par les collaborateurs. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, il y a 120 échanges par jour de mails par collaborateur, ce qui est une source d'information quand même assez conséquente et qu'on ne peut pas analyser comme ça de façon
manuelle et humaine de façon simple. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo rapidement que l'on vous a préparée pour vous expliquer comment fonctionne cette analyse des réseaux, et je reprends la main juste après pour en débriefer. Il faut que je partage mon écran. Et alors, excusez-moi, je dois juste partager mon écran pour que vous puissiez voir cette vidéo. Hop. Et là, je reviens. Tu vois mon écran? Voilà. Alors, je reprends juste le support. Donc, ce que vous montre cette vidéo, c'est qu'effectivement, à travers l'analyse des mails, je ne sais pas si vous avez vu tous les schémas qu'on a pu observer dans cette vidéo, l'idée, c'est de dire, on peut capter, on peut capter finalement les profils de votre organisation. Donc, est-ce que vous avez une organisation dans laquelle vous avez des profils, des populations qui échangent essentiellement avec de l'externe, ou des membres d'une direction, d'un département, d'une entité qui échangent de façon importante avec d'autres membres d'une autre direction, d'un autre département, etc. Quel intérêt ça va avoir ça pour vous? C'est de pouvoir dire, par exemple, j'ai un projet qui va toucher plusieurs entités de mon entreprise, je veux aller convaincre certaines personnes d'autres entités, je sais que je peux identifier des ambassadeurs à travers cette analyse des réseaux que j'ai réalisée, et je peux derrière appliquer la bonne stratégie pour aller accompagner et diffuser cette bonne parole auprès des autres entités. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette analyse des réseaux, elle s'applique vraiment à tous les types de transformation, qu'on soit sur un projet plutôt de transformation organisationnelle, ou de changement de système d'information, de refonte de SI, peu importe, on peut réaliser cette analyse des réseaux et du coup mieux comprendre comment est structurée votre organisation, quel est le profil de votre organisation, et donc finalement mettre une loupe sur les échanges qui existent au sein de votre organisation, et identifier ce que l'on ne peut percevoir à l'œil nu, en quelque sorte. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que les conclusions qui découlent de cette analyse, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on a fait cette analyse que ça y est, on a toute notre stratégie qui est définie. Non, cette analyse, on va s'en servir justement pour construire notre stratégie de conduite du changement et nous dire
OK, grâce à ce que j'ai identifié en termes de profil d'organisation, je suis en mesure, par exemple, d'identifier des ambassadeurs pour tel type de projet, ou je suis en mesure de réaliser cette analyse à différents moments finalement de la transformation et de constater que la transformation est bien conforme ou pas aux objectifs de transformation que je m'étais fixés, et donc en conséquence mettre en place des actions correctives si besoin en est. Cette analyse va également me permettre de dire comment je peux accélérer la diffusion de l'information en utilisant les bons interlocuteurs, ou qui je peux solliciter en tant que key user pour définir par exemple une nouvelle offre si je dois interagir avec de l'externe ou avec d'autres entités. Par rapport à cette analyse des réseaux, on peut quand même se poser la question de savoir si elle est suffisante en soi. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au sein d'une entreprise, on n'a pas, vous le savez tous, il existe plusieurs canaux de communication entre les mails dont on a parlé, mais le téléphone et surtout l'avènement qu'on a vu ces dernières années des messageries instantanées telles que Teams notamment. L'analyse de réseau ne prend pas en compte ce type d'outils. On ne traite pas tout ce qui sort, tout ce qui est échangé via Teams, par exemple. Et donc, le constat qu'on fait, c'est qu'il faut néanmoins multiplier les outils de mesure pour pouvoir élargir cette analyse et pour pouvoir aller capter de l'information autrement. Parmi les outils de mesure auxquels on peut penser pour ce type de travaux, il y a bien sûr le process mining, puisque vous connaissez peut-être déjà le process mining, mais c'est un principe qui va permettre d'utiliser, d'utiliser finalement deux approches, l'approche data d'un côté, puisqu'on va récupérer de la donnée, et l'approche process de l'autre côté, puisqu'on va aller voir les interactions et les modes de fonctionnement au sein de l'entreprise, et on va analyser, suivant ces deux approches, les modes de fonctionnement et identifier notamment les goulots d'étranglement et les dysfonctionnements au sein des processus pour identifier les actions, les axes d'optimisation à mettre en œuvre. Ce process mining, du coup, il a effectivement un intérêt pour également comprendre votre organisation, puisqu'il va mettre en avant, à travers l'analyse des processus, toutes les interactions qui existent dans le déroulé d'un process de bout en bout. L'analyse des réseaux, elle a une autre limite qui nous semble importante, c'est qu'il s'agit d'une analyse purement quantitative, puisqu'il s'agit d'aller traiter le nombre d'emails envoyés et reçus pour voir quel type d'interaction existe au sein de l'organisation, et donc on est dans l'analyse quantitative. Il nous semble essentiel, quand on parle de transformation et de conduite du changement, de mixer des analyses quantitatives avec des analyses plus qualitatives. Et là, on peut notamment utiliser des outils qui certes existent déjà, mais de façon peut-être pas encore suffisamment poussée, et notamment on pense au baromètre. Aujourd'hui, on fait déjà beaucoup de baromètres dans le cadre de travaux et dans le cadre de projets de transformation. Néanmoins, c'est souvent des baromètres qui vont utiliser des questions fermées parce que c'est beaucoup plus facile à analyser derrière. Et donc, on revient un petit peu dans du quantitatif. Et donc, pour être dans du qualitatif, il faudrait pouvoir mettre en place des baromètres avec des questions plus ouvertes, avec des champs de texte libres, sur lesquels on pourrait venir mettre des outils finalement d'analyse de textes non structurés pour cette fois récupérer vraiment de l'information qualitative en pouvant analyser ce texte non structuré et en déduire finalement ce qui n'est pas dit de façon explicite, mais ce qui est sous-jacent, sous-entendu, ou ce qui peut être compris de la façon dont est formalisée la phrase. Et enfin, le troisième type d'outil qu'on peut utiliser, c'est l'analyse des flux physiques. Et là-dessus, je vais laisser Sophie reprendre la parole pour vous expliquer comment ça peut être utilisé dans le cadre des projets de transformation. Merci Valérie. Aujourd'hui,
Juste, on va revenir à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, quand on pense transformation des entreprises, et surtout dans le contexte actuel, on pense beaucoup à l'avènement des nouveaux modes de travail, donc voilà, tous les enjeux de la mise en place de ces nouveaux modes de travail. Comme l'a très bien dit Khadija, l'analyse des flux de communication a certaines limites, et donc on peut utiliser d'autres outils, et l'analyse des flux physiques nous paraît assez intéressant, donc on vous propose de faire un zoom sur l'analyse des flux physiques et comment ça peut vous aider à mettre en place des nouveaux modes de travail. Pour cela, on s'est inspiré de ce qu'on a fait sur le parcours client et plus spécifiquement sur le parcours voyageur. On va voir comment on pourrait utiliser cette expérience pour l'appliquer sur la création d'un parcours employé. Alors, ça ne passe pas. On est toujours un peu de temps. Ok. Donc, quand on cherche à analyser les flux physiques sur les flux physiques des employés dans l'entreprise, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment interagissent des départements entre eux. Et on va essayer aussi de mesurer les temps de déplacement entre les bâtiments ou entre différentes localisations. Et on va regarder l'utilisation en fait des locaux, comment se répartissent les collaborateurs au sein de vos locaux. Donc l'idée, c'est de comprendre les flux physiques, de les identifier via donc en les matérialisant, notamment par exemple avec le cartes de chaleur. Je pense que c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu. On va les agréger, les données donc, de flux, on va les agréger avec des données organisationnelles, donc les organigrammes, les plans des bâtiments, par exemple. On va essayer de récupérer aussi un certain nombre d'informations issues de différentes sphères pour identifier les points forts et les axes d'amélioration. Donc, ça peut être, par exemple, le taux d'utilisation de Teams, du chat, du SharePoint. Ça peut être les retours sur toutes les analyses qui sont faites sur le bien-être au travail, donc pour identifier les points potentiels de friction qui seront les points à risque, on va dire. Donc, l'objectif est, en agrégeant l'ensemble de ces données, d'essayer de définir des corrélations entre les flux physiques, les temps de déplacement, l'occupation des salariés et des potentiels points de friction qui sont issus donc, de ces différentes analyses que vous faites par ailleurs. On va essayer d'en déduire derrière des axes à mettre en place pour instaurer des nouveaux modes de travail. Donc, ça peut être par exemple en analysant les interactions entre les départements, comprendre les départements qui doivent être impérativement ensemble sur des jours de télétravail. Donc, si on pense à, par exemple, la mise en place dans les nouveaux modes de travail du télétravail, donc il y a certaines règles qu'il va falloir définir. Et typiquement, si vous avez des départements qui interagissent beaucoup entre eux, il est impératif que ces départements soient en présentiel, si le besoin s'en fait sentir, sur les mêmes jours. Sinon, vous risquez d'avoir de la perte d'efficacité au quotidien. Ça peut être aussi une optimisation vous pouvez aussi en déduire de l'optimisation au niveau de l'utilisation de vos locaux. Peut-être que si des départements sont très éloignés avec des temps de déplacement entre les départements, ça ne favorise pas les interactions. Donc, on peut en déduire que potentiellement, si ça fonctionne très bien, finalement, le télétravail n'est pas une problématique et peut facilement être mis en place. Si on se rend compte sur département que le télétravail n'est pas une solution, il faudra alors les regrouper, peut-être regrouper ces départements au sein de vos locaux. On peut aussi, en fonction
de l'occupation des locaux, déduire aussi des jours d'occupation pour optimiser. Si certains jours, vous êtes en flex office et que finalement, il y a trop de monde qui vient travailler et que ça ne permet pas la concentration, qu'on voit que finalement, il y a un retour des salariés qui est négatif parce que ils vous disent que vous souhaitez qu'ils reviennent en présentiel et qu'au final, on constate que le retour en présentiel pose problème parce qu'ils ne trouvent pas de bureau, parce que ils n'arrivent pas à se concentrer, parce que les conditions en fait de travail, le fait que tout le monde a décidé de venir le même jour, en fait, est contre-productif. Donc voilà. Donc en fait, l'idée de cette analyse des flux physiques, c'est derrière d'en déduire d'en tirer des conclusions pour instaurer des nouveaux modes de travail. Après, ça peut être aussi des conclusions du type on se rend compte qu'il y a certains départements qui sont très présents, contrairement à d'autres qui vont être beaucoup plus en télétravail. Et donc là, la question se pose de savoir est-ce que c'est une problématique d'acceptation du télétravail, est-ce que c'est une problématique d'outils mis à disposition ou de formation ou d'information. Voilà, c'est pour ça que ça nous paraît très intéressant en fait de comprendre comment les employés se déplacent, les collaborateurs se déplacent au sein des structures pour avoir ces nouvelles réflexions autour des modes de travail. On va revenir sur, comme je vous le disais, on s'est inspiré de ce qu'on a fait sur le parcours client et plus spécifiquement sur le parcours voyageur. Donc, je vais vous faire un rapide retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place. Donc, en fait, on a réussi à capter le flux des voyageurs au sein des infrastructures de transport grâce au réseau Wi-Fi. Tout device allumé elle se met en contact avec les bornes Wi-Fi et par triangulation, on peut géolocaliser la personne qui possède le device. Il n'y a pas besoin que ce device soit connecté au Wi-Fi. Ces données ont été agrégées avec des données d'aéroport, donc par exemple les départs et l'heure des départs et l'heure d'arrivée des avions, des données de parking, donc par exemple la saturation d'un parking sur une zone, les données de bagages, l'heure de livraison des bagages. L'ensemble de ces données agrégées nous a permis de reconstituer le flux des voyageurs et d'identifier les points de saturation dans le temps et dans l'espace et dans le temps. On en a déduit des applications possibles, aussi bien au niveau marketing, donc pour optimiser le parcours d'achat, pour augmenter le taux de conversion des voyageurs lors de leur parcours d'achat en amont de leur vol. Des applications en termes d'ingénierie pour concevoir dès le départ finalement des infrastructures efficaces et intelligentes. Et puis des applications au niveau de l'excellence opérationnelle, puisque ça permet d'identifier, comme je vous le disais plus tôt, le parcours des voyageurs, donc fluidifier, optimiser les zones de saturation. Alors, on va passer à un nouveau thème, du coup, puisqu'on va parler d'évaluation de l'état d'esprit des collaborateurs à distance. Alors, avant d'aborder plus spécifiquement ce sujet, si je vous dis mars 2020, je pense que tout le monde se souvient ce qu'il a vécu en mars 2020, puisque ça a été… la crise sanitaire a quand même pris de court tout le monde. Ça a été une grosse surprise de se retrouver du jour au lendemain dans des conditions de travail très différentes de ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Et l'entreprise a dû se réinventer et dû réinventer la façon dont ses collaborateurs doivent travailler entre eux. Donc, du jour au lendemain, le télétravail s'est quand même imposé comme la norme finalement pour tous les employés, avec un confinement qui nous interdisait de façon
très strictes finalement de nous déplacer sur nos lieux de travail. Et ce changement a été plutôt brutal, aussi bien pour les collaborateurs et les hommes que nous sommes, les hommes avec un grand H, que pour le monde de l'entreprise en tant que tel. Et finalement, tous les échanges formels et informels la captation finalement des échanges informels notamment, a dû être réinventée puisqu'on ne voit plus les personnes, on ne voit plus ce qu'elles dégagent, ce qu'elles ressentent physiquement finalement. Et même si l'échange à travers le téléphone ou les Teams peuvent permettre de capter un petit peu d'informations, c'est quand même pas la même chose que quand on voit les personnes tous les jours au bureau. Et donc, c'est dans ce contexte assez extraordinaire, j'ai envie de dire, que nous, chez Axis, on s'est posé la question de savoir comment on allait faire pour réussir à évaluer finalement l'état d'esprit de nos collaborateurs qui sont tous maintenant en distanciel. Ça va bien. Et donc, en complément de toutes les méthodes de collecte, finalement, des retours qu'on peut connaître et qu'on vous a présenté précédemment, on a choisi de vous présenter un outil qu'on a mis en place chez Axis et qu'on a expérimenté du coup depuis l'année dernière de façon quotidienne. Cet outil qui s'appelle Moody. Qu'est-ce que c'est concrètement? Donc Moody, en fait, c'est un petit bot, donc un petit robot qui est intégré totalement dans Tips et qui vient toquer de façon régulière, de façon aléatoire en tout cas et quotidienne à votre fenêtre Teams, votre écran, pour vous demander finalement comment vous allez. Donc c'est une question, comment il fonctionne ce Moody? Il pose une question simple, en quelques mots, de savoir comment vous allez, avec des propositions pour pouvoir avoir une graduation sur votre état d'esprit. C'est fait de façon très ludique. Je vous montrerai juste après un petit exemple pour que vous voyez un petit peu le type de questions et le type de réponses qu'il est possible d'apporter. Donc c'est fait de façon très ludique, c'est fait au fil de l'eau et de façon non intrusive. C'est-à-dire que il n'y a pas d'obligation de répondre et on peut également désactiver si on veut même plus recevoir ces notifications sur son Teams. Le côté ludique, vous le verrez, c'est apporté par un petit brin d'humour, on va dire, à travers les propositions qui sont faites de réponse. Et derrière, un rapport est généré et est adressé au manager au sein d'Axis pour réussir à capter donc cet état d'esprit et à mettre en place, si besoin, un plan d'action avec notamment la liste des personnes à contacter si on a eu des retours vraiment négatifs sur comment on se sent aujourd'hui. Et également, l'avantage de Moody, c'est qu'on va pouvoir générer une information qui est individuelle, puisqu'on interroge de façon individuelle les personnes, mais également dégager une ambiance générale du groupe, puisque derrière, on peut synthétiser ces retours individuels et réussir à voir si globalement l'état d'esprit au sein du groupe ou au sein d'une équipe est positif ou se détériore et du coup voir si cette détérioration est spécifique d'ailleurs à une équipe, à un projet, voilà, pour derrière essayer d'analyser, de comprendre le pourquoi du comment et réagir en fonction. En termes d'écran, ce que ça donne, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, vous voyez, là, on a la petite question sur… je ne sais pas si on voit ma souris du coup. Alors, donc, on a la première phase qui est la phase de sollicitation. Donc, c'est le fameux Moody qui vient toquer à votre fenêtre et vous demander, donc là, il demande à Laurence, hello Laurence, comment te sens-tu en ce moment? Et les réponses possibles, OKLM, Shining at Home, on a vu mieux, au fond du gouffre, va voir là-bas si j'y suis. Donc voilà, elle peut du plus gentil au plus violent nous dire un peu comment elle se sent. Et en fonction de la réponse qui est apportée, Moody peut susciter, peut générer, on va dire, voilà, un commentaire et un échange supplémentaire
pour essayer de voir si la personne souhaite en dire plus et a un besoin finalement d'échanger. Donc là, Moody va lui dire tu veux m'en dire plus? Oui ou non, merci. Donc la personne la répond oui. Et donc Moody derrière lui pose la question. Très bien, dis-moi et je vais transmettre l'information. Donc la personne répond ce qu'elle a envie de dire. Et derrière, on lui posera la question souhaites-tu que quelqu'un prenne contact avec toi? Et là, voilà, on suscite, on génère toute l'interaction pour savoir si cette personne a vraiment besoin d'échanger de façon plus spécifique avec un membre de l'encadrement ou un autre membre de l'équipe potentiellement parce que voilà, il est dans un mood plus ou moins positif et qu'il a ce besoin d'échange. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure d'un reporting qui est adressé au manager. Donc voilà, vous voyez ici l'écran du reporting, c'est la 3e étape qui va vous permettre de voir vraiment comment la personne se sent, comment l'ensemble des équipes se sentent et quelle est l'évolution générale dans le temps. Donc, par rapport à ce petit bot qui a été mis en place par Axis, quels sont les enseignements que nous, on a pu en tirer en interne? On s'est d'abord aperçu de l'importance de tout ce qui est paraverbal. Donc, c'est-à-dire que quand on échange au sein de l'entreprise, il y a tout ce que l'on dit, il y a tout ce que l'on dégage finalement. Et le paraverbal, c'est l'intonation de la voix, c'est la fluctuation, enfin voilà, c'est le visage qu'on fait quand on parle, c'est la manière dont on se comporte. Et tout ça, on ne pouvait plus du tout l'analyser en distanciel. Et Moody, certes, il va nous apporter un certain nombre de réponses de façon plus directe, puisque là, on pose clairement la question « Comment te sens-tu ?» Mais c'est vrai qu'il n'ira pas analyser le paraverbal, puisque par définition, il faut se voir, il faut voir la personne pour pouvoir capter ce type d'information. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec le confinement, on ne le captait plus du tout, puisqu'on a maintenu quand même des échanges autres que des échanges uniquement virtuels, j'ai envie de dire. Bien sûr, on a tous continué à s'appeler, et donc le paraverbal, on a continué à le capter également de cette façon-là. Moody, par contre, nous a permis quand même, comme je le disais tout à l'heure, de capter l'état d'esprit des personnes, mais surtout des équipes. Et donc, on a pu, dans certains cas, se dire, tiens, sur tel projet, on constate quand même que globalement, il y a une baisse de régime. On a plutôt plusieurs personnes de la même équipe qui sont en train de nous dire que ça va moyen ou autre. Et donc là, ça nous permettait de faire vraiment un état des lieux sur comment va l'équipe, quelle est la cohésion au sein de l'équipe et quelle est la motivation finalement des collaborateurs. Et potentiellement, on a pu être amené à mettre derrière en place des actions de type organisation d'un événement, alors toujours en distanciel puisqu'on n'avait pas forcément le choix, mais voilà, des événements quand même de cohésion de groupe. Alors, vous en avez peut-être mis en place de votre côté, vous connaissez maintenant les apéros virtuels, voilà, ce type d'événements qui permettent de recréer quand même un esprit d'équipe malgré la distance. Du coup, je redonne la parole à Sophie. Là, on vous expliquait en fait comment prendre le pouls régulièrement sur de vos collaborateurs suite à des transformations. Donc, on a évoqué à l'instant Moody pour analyser l'état d'esprit à distance. Plutôt, Khadija évoquait la possibilité de collecter des feedbacks et de faire des analyses sur du texte finalement non structuré pour essayer de comprendre en fait les thèmes qui reviennent souvent et donc de pouvoir mieux les adresser. Et voilà, pour aller plus loin sur ces thèmes, pour comprendre comment votre organisation vit les changements et les accepte, comment ils sont implémentés dans votre entreprise, on souhaite aller plus loin sur l'analyse des émotions et des feedbacks collaborateurs. Et pour cela, Axis, avec son Labia, a décidé de s'investir en partenariat avec le laboratoire LISN dans la recherche sur l'analyse des émotions
donc la détection des émotions dans une conversation et la fluctuation de ces émotions au cours de la conversation. Pour cela, on a donc concrètement, comment ça se traduit? Ça se traduit par une personne qui a rejoint nos équipes pour faire une thèse sur ce projet de recherche. Donc c'est un parcours sur 3 ans qui commence par la constitution d'un corpus, c'est-à-dire de la collecte des données donc de conversation, avec la collecte des conversations et leur retranscription. L'annotation émotionnelle, c'est-à-dire, donc dans un deuxième temps, l'annotation émotionnelle, c'est-à-dire que chaque texte va être passé en revue pour définir est-ce qu'on est plutôt dans un état d'esprit positif ou négatif. Donc, ça permet d'avoir un jeu de données à analyser. Sur la base de ce jeu de données test, on va dire, elle va travailler sur la conception d'un algorithme. Donc, elle va d'abord travailler sur les choix de conception. Il y a plusieurs méthodes en data science pour aborder ces sujets-là. Donc, en fonction du jeu de données qu'elle a collecté, elle va d'abord travailler sur le choix de la méthodologie, puis la mise en place de l'algorithme. Et puis, dans un dernier temps, on passera sur une phase de test et de déploiement, on va dire, d'industrialisation de la solution. Et la première application sur laquelle elle va travailler, c'est sur l'analyse de la retranscription des conversations dans les call centers. Donc, comment concrètement nous on peut utiliser cette analyse des émotions dans le cadre des changements, de l'accompagnement du changement et de transformation de l'entreprise. Donc ça nous permet, comme je le disais plus tôt, de renforcer l'analyse des feedbacks, donc d'apporter Khadija l'a déjà mentionné, une dimension en fait de tout ce qui est paralinguistique et puis tout ce qui est même caché derrière des mots qui peuvent paraître à l'écrit positifs mais qui en fait ont une tonalité plutôt négative dans un contexte. Donc ça permet de faire une analyse finalement plus fine des feedbacks collaborateurs. Et puis on a aussi identifié que ça pouvait être un des domaines d'application possible, c'était finalement sur la formation. Si je reviens au call center, qui sera la première application possible, de ce sujet de recherche, voilà une possibilité pour améliorer les formations. Donc, en identifiant, par exemple, les points chauds de la conversation, le moment où finalement la conversation bascule, peut-être est-ce un mot, une attitude ou un manque finalement de réponse à apporter par le téléopérateur à un client qui fait que la conversation bascule d'une émotion plutôt positive à une émotion plutôt négative. Donc ça, c'est très intéressant pour finalement renforcer la formation, soit une formation individuelle, puisque c'est un formateur en particulier qui peut-être était moins à l'aise sur une conversation, ou la formation globale, puisque en fait on détecte une question, par exemple, qui n'est pas traitée dans la formation et auquel du coup les téléopérateurs n'ont pas de réponse à apporter. Donc voilà comment on se projette à 3 ans dans ce projet de recherche. Merci Sophie, merci Khadija. Donc voilà, nous avons bouclé la première phase de ce webinaire dédié à la data en tant qu'accélérateur des transformations et en soutien aux stratégies de conduite du changement pour en améliorer la performance de cet accompagnement du changement. Donc, comme vous avez pu le voir, la data finalement, elle est multiple, elle est formelle, elle s'appuie sur des données structurées, non structurées, du chiffre, de la voix, du texte.
et elle est d'une richesse telle qu'elle permet, que ce soit en phase initiale de définition de stratégie, que ce soit pendant la transformation, de vraiment l'accompagner de manière plus riche que lors de la mise en place de méthodes classiques. Donc pour nous, de ce fait, il y a quand même encore, bien entendu, des défis à adresser par rapport à ce qu'on vous a montré. Alors tout d'abord parce que dans la démarche que nous appliquons, c'est vraiment une démarche finalement d'amélioration continue, une démarche qui est expérimentale, c'est-à-dire sur tous les projets de transformation pour lesquels nous accompagnons nos clients, nous cherchons à identifier comment être plus performant et comment utiliser justement la data et ces différents use cases pour aller plus loin. Donc c'est bien entendu de pouvoir investir les champs de la recherche comme on vient de le voir juste à présent pour avoir des informations et capter des feedbacks beaucoup plus qualitatifs qui apportent plus de finesse dans les analyses qu'on peut faire. Donc l'investissement dans la recherche est pour nous un élément essentiel et fondamental puisque c'est un domaine en perpétuelle évolution. L'idée, c'est vraiment aussi de rester en veille sur tous les domaines d'application, de se sourcer de ce que l'on peut faire dans d'autres domaines pour l'appliquer à la conduite du changement. Vous avez pu voir qu'un certain nombre d'exemples étaient de la transposition de ce qui est fait sur le parcours client vis-à-vis du parcours collaborateur. Et pour nous, il y a un élément essentiel dans ce domaine-là, c'est que finalement, il y a une forme de symétrie des attentions entre ce que l'on fait pour améliorer l'expérience client, la rendre sans couture, fluide et performante, et derrière ce que l'on attend aussi du collaborateur pour que lui-même ait une expérience qui soit la meilleure possible. Et je dirais qu'enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans tout ça, il y a un rapport éthique à la data. On avait mis un petit logo, on n'en a pas parlé parce que ce n'était pas l'objet du webinaire, mais tout ce qu'on fait là est bien entendu RGPD compatible. On ne traite jamais les données d'un individu en tant que tel, mais c'est des données massives et anonymisées qui sont traitées, que ce soit pour l'analyse de réseau, que ce soit dans les parcours, et à tout moment, il y a un complet respect de la donnée privée. Par ailleurs, tous les traitements sont déclarés au registre des traitements en conformité avec la RGPD. Donc vraiment, il y a une logique aussi d'éthique à trouver dans ces use cases pour que ce soit dans tous les cas dans la construction d'outils qui soient dans le respect et dans la bienveillance vis-à-vis d'exploitation des données qui peut être faite au service finalement des collaborateurs. Donc, pour nous, le dernier élément et le dernier point d'attention et défi, c'est de garder en tête que tout ça doit se faire aussi en concertation avec les partenaires sociaux pour que cette data reste une data fondamentalement éthique. Donc voilà, donc sur ce sujet-là, nous venons d'en terminer. Juste pour mémoire, je vous disais en introduction, on a pris le contre-pied sur l'exploitation de la data au service de la transformation. Bien entendu, la data est elle-même génératrice de transformation dans l'organisation. Et dans ce contexte, nous donnons rendez-vous à la rentrée sur la deuxième partie de ce webinaire-là, pour cette fois regarder comment finalement la data elle-même permet de déciloter les organisations à travers la mise en place d'organisations data-driven et aussi quelles sont les perspectives de refonte du business model ou d'optimisation des business models grâce à la data. Merci Sophie, merci Khadija pour ce webinaire. Donc nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Ok. Donc pas de questions. Je regarde encore dans le chat si on voit quelques éléments. On va descendre. Ok. C'est parfait. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, nous vous remercions. Nous souhaitons d'excellentes vacances d'été et donnons rendez-vous à la rentrée. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir.